4 février 2011, il fait froid, il pleut et le vent souffle dans les rues de Langenhagen. Ceux qui passaient par là ce jour-là n'ont à aucun cas pu manquer l'important cortège funèbre, ainsi que la foule massée dans et autour de Elisabethkirche, la petite église du village. Dans la foule, des anonymes, mais aussi des visages célèbres et des journalistes. Ceux-ci nous feront la chronique de cet événement dans leur page et dans la langue de Goethe, car nous sommes en Allemagne, dans le land de Basse-Saxe, en banlieue de Hanovre. Les visages sont crispés, les esprits tendus. Beaucoup ont un ressentiment immense. Le responsable ecclésiastique qui prêche aux côtés du cercueil en sapin orné de roses blanches dans le cœur de l'église débute son oraison. Il l'a écrite prudente. Il tente d'éviter toute accusation directe envers la justice. Mais soudain, une voix s'élève, celle d'Ingrid Spiekermann, une théologienne évangéliste et qui se veut le porte-parole de nombreux proches, amis, patients et soutiens du docteur Bach, qu'elle était en train d'accompagner dans son dernier voyage, dans les suites de son suicide quelques semaines plus tôt. Pendant 8 ans, elle a été clouée au pilori, disséquée publiquement, tranche-t-elle. La défunte était médecin et s'appelait Bach, Mechtil Bach. Mais qu'est-il arrivé au docteur Mechtil Bach durant ces années? Et pourquoi? Comment en est-on arrivé à son suicide? Et que représente cette foule importante qui l'accompagne vers sa dernière demeure? Que signifie cette attaque verbale, cinglante, lancée à la foule? C'est le sujet passionnant de notre épisode du jour. Bonjour, bonsoir, vous écoutez Medicine City, le podcast de True Crime médical francophone. Nous explorons ensemble les recoins les plus sombres de la cité médicale humaine. Je suis Falsiparum. Et moi je suis Bloody Nurse. Nous sommes mariés dans la vraie vie pour le meilleur et pour le pire. Nous sommes de grands amateurs de podcasts. Nous avons décidé ensemble de nous lancer dans cette aventure. Je suis préleveuse de sang professionnelle, fan de transfusion et enquêtrice amateur. Et moi, je suis médecin professionnel. Et comme Bloody Nurse, également criminologue amateur. Alors si vous souhaitez nous entendre vous raconter les crimes, les scandales ou encore les affaires les plus sordides de la médecine, vous êtes ici chez vous. Je vais de suite faire une mise en garde pour vous, chers auditeurs. Compte tenu des sujets abordés, nous ne recommandons pas l'écoute de ce podcast à un public non averti. Nous essayerons de vous prévenir des moments les plus difficiles, même si l'idée n'est pas de faire dans le sensationnalisme. Ou le partage de recettes funestes. Non, ça c'est sûr, c'est pas un blog de cuisine ici. Mais sur ce Bloody Nurse, ne serait-il pas temps d'enfiler nos blouses, nos stétos, et nous plonger dans l'univers aussi fascinant que sombre de la santé médicale humaine et de ceux qui la pratiquent? Allez, Falsiparum, allons-y. Mais juste avant, pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux, nous laisser des likes et des commentaires. Oui, ou encore de nous rejoindre sur notre Patreon, où vous trouverez du contenu bonus additionnel au fur et à mesure des épisodes et des saisons. Mais sur ce, je crois qu'il est temps de passer les portes de la ville. C'est parti. Et bonjour, bonsoir, Bloody Nurse, comment tu vas? Écoute, ça va, les 2 dernières semaines ont été un peu ça a swingé bizarre, beaucoup. Ça a soufflé fort, on a eu le cyclone Garance. Oui. Voilà, on a en 2 semaines de temps, donc on a eu le cyclone qui a un peu dévasté l'île. Alors nous, on a eu beaucoup de chance, ça s'est bien passé. 150 millions à 200 millions de dégâts. Hein. Ouais, c'est ça. Et on a 5 décès, dont un sur Saint-Paul, là où on habite. Non, on a 2 sur Saint-Paul. 2 sur Saint-Paul. Enfin, à proximité, ouais. Bref, voilà, nous on était plutôt bien protégés par les collines et les montagnes environnantes, donc on a plus eu de pluie que de vent, même si on a dû avoir du 150 km/h quand même. Mm-hmm. Ça reste assez impressionnant. Et puis, dans la foulée, petit chikungunya des familles, pour tout le monde, sauf pour toi. Ouais. Voilà, on est tous... Petit chikungunya de la famille, pour le coup. De la famille. 4 sur 5 à date. Et qui mérite bien son nom, puisque chikungunya signifie vieil homme courbé, et en effet, on est bien courbé, à cause des douleurs articulaires. On n'était pas totalement sûr avec Bloody Nurse de pouvoir enregistrer ce soir, parce qu'effectivement, elle est atteinte de la maladie et que en pratique ça reste douloureux, ça reste elle est fébrile et que
et qu'on n'était pas sûr qu'elle puisse encaisser sa bière traditionnelle de l'épisode en plus des médicaments et de la fièvre, mais ça après, c'est bon. Ça semble pas trop mal. Ouais, ça fait mal en fait là plus qu'autre chose, mais ouais, et puis il y a aussi la perte de notre chat de 17 ans, notre petite Atarax. On l'a perdue hein, réellement, on sait pas où est-ce qu'elle est. Donc voilà, ça c'est un peu voilà. Malheureusement. Deux semaines un peu intenses, on va dire. C'est ça. On espère la retrouver. Donc voilà, 2 semaines qui ont été particulièrement denses depuis le dernier enregistrement. Et nous voici arrivés, mine de rien, à notre 5e épisode régulier. Ouais. Et pour ma part, je suis assez content d'aborder cette thématique qui est en fait un des piliers motivationnels qui m'a fait m'intéresser au true crime médical, ni plus ni moins, quoi. Mm-hmm. Et là, je parle pas uniquement de cette histoire en particulier, mais du chapitre que nous ouvrons avec elle. En l'occurrence, le chapitre des crimes commis par des soignants au cours de leur service sur leurs patients propres et dans le cadre considéré comme normal de leur activité. Rien que ça. Ouais, ça c'est... On en a un sacré paquet. Hein. C'est ça. Et donc, on parle ici de soignants qui ont franchi la ligne en position de force avec toute l'ascendance que leur confère leur statut et sur les personnes fragiles qui leur étaient confiées. On va aussi parler de fin de vie, de soins palliatifs et de dépassement des limites au cours de ces prises en charge. Oui, sujet épineux. Et c'est précisément ça qui est un de mes principaux moteurs dans la rédaction et la production de ce podcast, parce que pour ceux qui me connaissent, pour les amis qui nous écoutent, et on a eu quelques retours bien sympathiques de nos amis qui nous écoutent, pour les collègues que je salue, qui écoutent aussi, pour les connaissances, comme pour les autres, je dois bien vous le dire, on entre dans un quartier de la cité médicale humaine que je connais particulièrement bien pour y avoir habituellement mes quartiers. En l'occurrence, les services de soins palliatifs. Je suis en terrain connu puisque médecin professionnel, c'est mon domaine de prédilection, je vais dire. Et je dois tout de suite dire que je suis très conscient que beaucoup de personnes sont mal à l'aise avec leur finitude et en particulier leur fin de vie. Je suis aussi conscient du grand tabou qui existe autour de ces thématiques et tout aussi conscient des difficultés qu'il existe dans ces moments et dans ces types de prise en charge des deux côtés, côté patient, côté famille et j'allais dire même côté aidant et oui, j'ai dit côté soignant, côté patient et puis du côté des aidants qui sont très importants également. Bah, après, le problème, c'est qu'il y a... Alors, je ne veux pas faire que des amis, hein, mais il y a quand même pas mal de soignants qui ont un problème avec la mort. Pour eux, les soignants sont là pour sauver des vies, sauf qu'on est là pour accompagner aussi des gens dans la mort, pour qu'ils soient le plus confortable possible. Et il y a la deuxième thématique qui est un peu cachée derrière, qui est aussi de se dire qu'il y a des gens qui confondent les soins palliatifs, donc la sédation profonde, que j'imagine tu vas nous expliquer, et l'euthanasie, qui n'a absolument rien à voir, quoi. On va en il y a parler un petit peu. Deux thématiques un peu être, fragiles comme thème, quoi. Ça va être un sujet du débat autour de ce sujet-là. Mais je suis aussi conscient, sans doute pour avoir été témoin, comme tu dis, qu'il existe des limites floues et qu'elles sont parfois dépassées à cause de ces flous un peu mentaux, psychologiques qui existent et puis des différentes représentations que les uns et les autres ont. Le fait que il existe des débats sociétaux qui soient pas tranchés sur la médicalisation d'une aide active à mourir et disons les termes d'euthanasie, en Europe et en France en particulier, n'aide pas non plus à avancer sereinement là-dedans. Ça, c'est certain. On rajoute à ça, et ça rejoint ce que tu viens de dire, le manque de formation, de moyens et de compréhension. Et voilà. Et au fur et à mesure, on a créé des bombes, dont certaines explosent sans prévenir, ou sans qu'on ait voulu voir qu'il y avait des bombes prêtes à exploser. Et on va détailler plus tard dans cet épisode un type particulier de bombe qui peut exploser et les conséquences qu'il y a. Et pour ça, Bloody Nurse, je vais t'emmener en Allemagne, comme l'introduction l'a suggéré. Ton pays de cœur. Il y a pas si longtemps, quoique déjà, on est en 2011. On va aller en Basse-Saxe. 2011 pour nous, c'est une année sympathique, non ? Mais oui.
Notre année de mariage. Oui, c'était il y a 15 ans, bien avant le Covid. On était jeunes, beaux, Déjà, heureux. 15 ans, puis... C'était l'ère d'avant les réseaux sociaux. Enfin, 14. Oui, c'est il y a C'est 14 l'année ans. prochaine, 15 ans. Ouais, Ah c'est oui, ça. tu m'as fait peur. C'est toi qui parles de 15 ans, hein, c'est pas moi. C'est toi qui as dit 15 ans en premier. Oui, mais il y a une quinzaine d'années, on va dire. Ouais. Comment il essaie de s'en sortir? 2011, moi je suis encore interne. À la radio, on écoute 21, l'album d'Adèle. Il y a aussi des grands tubes, par exemple des Black Eyed Peas ou de Bruno Mars avec The Lazy Song. Ah oui, j'adorais cette chanson. Ouais. C'est ma chanson préférée de Bruno Mars. Mais en écrivant en fait, j'ai souvent des musiques qui me viennent quand quand je fais des recherches et quand j'écris les épisodes. Et en écrivant celui-là en particulier, c'est pas ces musiques qu'on écoutait en 2011, parce qu'en fait souvent j'essaye de mettre un petit peu dans l'ambiance en écoutant les musiques d'époque. Tu vois, par exemple avant l'histoire de Richard Speck, on est allé chercher des musiques de 1966. Oui. Et en fait là, bon, j'ai bien entendu écouter ça, mais en 2011 j'écoutais surtout de l'électro et ça cadrait pas tellement avec le sujet. Par contre, en écrivant et en recherchant, il y a une musique qui m'est souvent revenue. C'est un morceau plus vieux, qui date des années 90. Qui est plus vieux ou plus vieux? Un morceau de New Age que certains connaîtront sans doute, du groupe Enigma. Là, on parle au Quadra, sans doute, parce que... Ah bah je sais pas alors. 80... ça va venir. Encore un an, un peu plus. Un an et un mois. Si tu les appelles, les 40 y répondent, hein, maintenant. Je sais. Et donc un morceau qui s'appelle Sadness, Part 1, du groupe Enigma. Et en fait, c'est un morceau qui mêle pop et chant grégorien à une ambiance assez planante, mais surtout des paroles qui résonnent particulièrement avec ce cas. Et que j'ai eu souvent en leitmotiv de fond, en fait, quand j'écrivais ça. Et à un moment, les paroles disent « Dis-moi, qu'est-ce que tu vas chercher? Le bien ou le mal? La vertu ou le vice ?» Ou encore un peu plus loin, une question existentielle et qui sert de sous-titre à ce chapitre pour ceux qui ont vu le titre du chapitre. Es-tu diabolique ou divin? Et en fait, c'est cette dualité-là, cette question-là, qui a été vraiment sous-jacente à l'ensemble de la production et de l'écriture de cet épisode. Car en fait, ça va être un des enjeux ici, à mon sens, à savoir si le docteur Bach était une criminelle diabolique ou au contraire une main angélique qui a soulagé son prochain. Ouais, ça c'est... Alors, moi très épineux, très éthique, quoi, comme... Ouais. Je suis certain que parmi vous, il y aura des gens qui penseront que elle est la main du diable, qu'elle est une criminelle, tout autant que d'autres penseront l'exact contraire. Ou d'autres qui seront neutres. C'est humain. Personnellement, moi, mon idée est faite et je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure en conclusion. Mais je pense qu'il est temps d'arrêter de palabrer et puis d'explorer réellement ce cas et de voir un peu ce dont il est question. Ça va être compliqué de garder une position non jugeante quand même, je trouve. Bah on verra. On verra à la fin. On verra. Pas dit que je juge pas à la fin, je te dis. Ah. Bah c'est toujours très compliqué dans ce genre de cadre. Hein. Ouais. Alors, l'affaire Mechthild-Bach, c'est un des procès médicaux les plus spectaculaires de l'histoire récente du chapitre médico-judiciaire en Allemagne. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler en France. Il y a peu de sources francophones. J'ai dû solliciter un petit peu mes ressources personnelles de germanophones pour aller lire des articles en allemand, lire un petit peu les comptes rendus, les différentes extraits du procès, etc. Enfin, et pourtant ça a fait énormément de bruit outre-Rhin. L'affaire, elle va débuter en mai 2003 et elle va durer jusqu'au 24 janvier 2011. Oh, quand même, il y a quelques années. C'est très précis, 24 janvier 2011. Ça me fait penser au premier épisode. Pourquoi 24 janvier 2011 Parce qu'en fait, c'est le jour où, je spoil direct la fin, le docteur Mechthild-Bach, qui est cancérologue, se donnera la mort. Donc, on sait la fin. Ok. Et c'est pas une passion particulière que j'ai pour le divulgachage que je vous donne la fin, mais pour
vous attirez l'attention sur plutôt la réflexion qu'il y a à se faire sur ce cas qui prête à interrogation, on va dire. Alors au niveau des faits, Mechtilbach, elle exerce à Langenhagen. On est dans le land de Basse-Saxe, près de Hanovre. Et en 1989, elle ouvre un cabinet spécialisé en oncologie. En parallèle de ça, elle va occuper des lits, elle va s'occuper de patients qui sont hospitalisés dans une clinique, la clinique Paracels, et donc dans la même commune. Et elle va se former auprès d'un médecin qui s'appelle le docteur Hans Nieper, qui est un oncologue de la place, qui est assez renommé et qui a un petit bagage dans le domaine des médecines alternatives. Ouais, Encore un sujet épineux. Voilà. Hans Alfred Nieper, c'est un médecin allemand qui est controversé. Et il est un peu sulfureux. Au niveau européen, au niveau allemand, et puis tu vas voir un petit peu au niveau européen. Il est né en Allemagne, il a étudié donc en 1928, il a étudié à l'université Johann Gutenberg et à l'université de Fribourg, avant d'obtenir son diplôme de médecine à l'université de Hambourg. Au cours de sa carrière, Nieper a été directeur du département de médecine à l'hôpital Silbersee de Hanovre et de la Société allemande pour le traitement médical des tumeurs. Il a été également président de la Société allemande d'oncologie, où il a promu les approches de médecine alternative, comme il disait. Plusieurs ou une en spécifique? Plusieurs. Alors pour ceux qui ne savent pas, les médecines alternatives, ce sont des médecines qui n'emploient pas la médication chimique. Non, pas forcément. Ouais, ça peut être ça, mais c'est aussi toutes celles qui se revendiquent comme étant parallèles à la médecine conventionnelle et reconnue et basée sur les sciences. Ouais, et il y a un peu de tout dedans. Il y a des thérapeutiques non médicamenteuses et des thérapeutiques médicamenteuses, puisque par exemple l'homéopathie est une médecine complémentaire alternative. C'est de la flotte, c'est pas du médicament. Oui, l'homéopathie a un statut de médicament officiel en fait, pour l'instant. Ça devrait changer, ça mériterait de changer, mais bon, c'est un autre débat. Donc on parle de quelqu'un d'influent et qui a au moins dans son univers et dans son petit domaine, et donc il va la former. Nieper, il a des idées très tranchées sur un certain nombre de choses. Il a par exemple expérimenté l'orotate de lithium qu'il a breveté Attends, je vais t'en parler. Il a aussi lutté contre contre par exemple la fluoration de l'eau. Qui est le fait d'enrichir l'eau en fluor pour éviter les soucis dentaires, etc. Et ouais, et par exemple, pas ça, c'est ça. Oui, enfin c'est des gens qui s'opposaient un petit peu à la doxa médicale dominante en fait, et qui hésitaient pas à aller chercher plus loin, forger des théories alternatives dans tout. Et donc par exemple, de toute façon, les nouveautés, faut bien que ça commence par là. Ouais. Par exemple, l'orotate de lithium, c'est assez drôle parce que du coup, j'ai découvert cette molécule là en faisant ça. Et bon, je vais pas en faire tout un débat, mais j'aime bien quand même ces petites digressions où on va explorer des petites choses. En fait, l'idée c'est que donc le lithium est un médicament qui agit sur le système nerveux central et qui est en fait un thymorégulateur, un régulateur de l'humeur, qui stabilise un petit peu les variations de l'humeur. Et d'habitude, il est associé à d'autres molécules pour être libéré un petit peu au long cours, etc. Et là, il a trouvé cette formulation avec une association à l'acide orotique et il a prétendu pendant des années que la formulation permettait d'obtenir des meilleurs résultats parce que, pour vous le faire bref et pour ceux qui parlent un peu la science, la lésion d'attachement du lithium sur l'ion orotate n'est pas une lésion covalente, donc elle est plus faible que dans le carbonate de lithium par exemple, et donc quand il passe la barrière neuroméningée, en fait il se libère plus rapidement et donc une moindre quantité de médicaments
pris permet de libérer une plus grande, en tout cas en théorie et sur le papier ça marche comme ça, une plus grande quantité de lithium disponible directement in situ dans le système nerveux central. Et en vrai ? Eh ben en vrai, ça a fait l'objet de pas mal de débats et il y a quand même un manque de preuves assez flagrant sur ça. Ça n'a pas été approuvé par exemple par la FDA, la Food and Drug Administration des États-Unis pour un usage médical parce que en fait les allégations n'ont jamais été prouvées. Bref, mais c'est genre pour donner un peu le genre de sujet sur lequel le maître de Mechtilbach travaillait, et donc comme il a pu l'imprégner de théories alternatives quand même. Ça l'a baigné dans ce pilule-là, et faut bien garder à l'esprit que son mentor c'est lui. Et donc le fait de développer comme ça une certaine approche alternative, ça amène une certaine aura dans la pratique et ça draine toujours une certaine quantité de personnes. Et comme souvent, il y a des personnalités célèbres qui se font soigner et qui s'associent et qui font la promotion et qui renforcent cette image-là. D'accord. Et donc là, on est dans les années 90. Début 2000, et par exemple il y a, je peux te citer Yul Brynner ou Ronald Reagan qui vont venir se faire soigner dans la clinique par le docteur Bach. D'accord. Mais au départ, Mechtilbach n'avait pas prévu de devenir médecin. C'est pas une vocation innée, spontanée depuis toujours. Voilà. Elle est issue d'une famille chrétienne qui habite la ville de Wuppertal, et elle commence par étudier l'architecture et les mathématiques. D'accord. Mais sa mère va tomber malade. Elle va avoir un cancer. Et la maladie de sa mère, le cancer, l'évolution très péjorative, va lui faire avoir une prise de conscience majeure et la faire changer d'orientation vers la médecine. D'accord. Après la mort de sa mère, non seulement elle s'est orientée vers la médecine, mais maintenant elle va s'intéresser profondément à la cancérologie et en particulier dans la cancérologie aux soins palliatifs. D'accord. Du moins, à toute cette médecine qui se pratique au moment de la fin de vie. Oui. Elle veut accompagner les gens comme elle aurait voulu accompagner sa mère. C'est ça. Et on va voir que ça va être très important, très structurant dans son mode de pensée. Mm-hmm. Le moment est particulier. Bon, je te rappelle, on est dans les années 90. En ces temps-là, encore plus que maintenant, les mourants sont souvent laissés seuls. Ils sont relégués. C'est pas le même accompagnement qu'aujourd'hui. Voilà, ils sont relégués dans les pièces isolées des hôpitaux. C'est pas rare de dire, il est en soins palliatifs et je sais pas si tu te rappelles, mais la visite, en fait, on passait pas dans les chambres des gens qui étaient en soins palliatifs parce que ils attendaient de mourir et puis il y avait rien à faire et puis non, voilà. Je me rappelle pas. Enfin, c'était une figure de style. Je te rappelle, j'ai pas 40 ans. Ah, t'étais pas né. Ou t'étais trop jeune pour avoir connu ça à ce moment-là. Et donc, son objectif va être de garantir une fin de vie qu'elle va qualifier de digne, sans douleur ni peur. C'est un très beau projet. C'est ça. Enfin, ça, je pense qu'aucun soignant va te dire non, quoi, à ça. C'est ça. Mais le médecin de soins palliatifs que je suis a tendance à tilter un petit peu sur le mot digne parce qu'en fait, il est usé un peu à tort et à travers, et surtout à tort plus qu'à travers. Oui, mais dans son contexte à elle. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est parce que tu connais la suite de l'histoire. Ouais. Et sur le papier, c'est un super projet, quoi. Ouais. Elle déclarera, par exemple, dans un documentaire de NDR Fernsehen en 2011 que mourir fait partie de la vie et que l'important c'est que cela se fasse dans la dignité. Donc, fondamentalement, on peut pas aller contre ça. Non. Et c'est même mon credo aussi, donc c'est important. Et donc, c'est compliqué, les années 90, l'Allemagne, les soins palliatifs, mais c'est pas beaucoup mieux ailleurs dans le monde. Il y a un grand vide en matière de soins palliatifs dans ces années-là. L'Allemagne est bien entendu en retard, mais en même temps, quand on est en 2003, au moment où l'affaire débute, en fait, il n'y a guère qu'en Angleterre et aux Pays-Bas que des lois ont été votées, actées sur la fin de vie, et que par exemple aux Pays-Bas, ça fait 2 ans à peine qu'ils ont légalisé une fin de vie active avec accès à l'euthanasie, etc., promotion des soins palliatifs, voilà. Après, il faut pas non plus, je trouve, juger dans la mesure où, enfin, je veux dire, à chaque moment de la société, ses problèmes, tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, dans les années 40, c'était la Seconde Guerre mondiale, les soins palliatifs, c'était
En 2000. Et en plus, c'est comme ça qu'il y a eu une amélioration médicale. Les gens, voulaient qu'ils soient calmes et sereins dans la douleur aussi. Donc les évolutions se font au fur et à mesure. On peut pas demander que ça soit depuis 2000 ans, quoi. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je suis d'accord avec ça. On met juste le contexte de ça. En Allemagne toujours, c'est qu'en 2003 se crée le premier poste de professeur de soins palliatifs à l'université d'Aix-la-Chapelle. En 2003, au moment où Mechtil Bar travaille et est arrêté, à Hanovre, donc dans la grande ville qui est à côté de Langenhagen, il n'existe aucune structure spécifique pour les patients en fin de vie. Mmh. Donc voilà, mais en France on faisait vraiment pas mieux du tout. Et donc, Mechtil Bar devient cette référence informelle pour les patients incurables. Des collègues, comme par exemple le neurochirurgien, le professeur Wolfhard Winkelmüller, qu'est-ce que tu parles bien allemand, estime qu'elle remplit un rôle essentiel, puisqu'en fait, les patients en phase terminale étaient souvent baladés d'un hôpital à l'autre, et nous étions reconnaissants que la clinique existe et que le docteur Bar puisse les prendre en charge. Parce qu'il fallait bien aussi des lieux où ça se fait et que parfois ces patients-là étaient un peu entre guillemets gênants dans le fonctionnement du service parce que on savait pas quoi en faire et deux ils occupaient de la place quoi. Donc elle devient une référence informelle et comme je te disais tout à l'heure en fait avec sa formation auprès de Hans Nipper, elle a cette aura un peu quasi ésotérique en fait auprès des autres qu'elle a su développer et qu'elle a su mettre en avant pour obtenir ce qu'elle veut aussi. C'est ça. Donc en fait, c'est un pattern classique qu'on retrouve chez les thérapeutes alternatifs. Quand la médecine conventionnelle est en échec ou absente, forcément il y a un espace à coloniser, ils y vont clairement. Donc le bouche à oreille bat son plein, les patients affluent et pour la plupart sont satisfaits. Enfin pour la plupart, c'est surtout les familles car les patients eux, en fait souvent ils finissent leur jour entre ses mains. Donc c'est compliqué de dire qu'ils sont vraiment satisfaits. Oui, mais ça dépend de comment ils finissent leur vie entre ses mains, en fait. Ça. Tu vois. Parce que s'ils sont calmes, détendus, reposés à côté de leur famille, je pense qu'ils sont pas trop mécontents, quoi, tu vois. Mais si c'est dans un autre contexte, oui, c'est sûr que puis je pense qu'on raconterait pas l'histoire si c'était pas le cas. Tout à fait. Donc tout le monde salue son empathie et son engagement. D'ailleurs, son assistante médicale de toujours, qui s'appelle Petra Schobel, disait elle travaillait entre 14 et 16 heures par jour, elle ménageait aucun effort pour ses patients, elle combinait des traitements traditionnels, des thérapeutiques alternatives, elle n'hésitait pas à aller chercher des choses comme les vitamines, les oligo-éléments, elle utilisait du ghee et... Le ghee ? Ouais. Alors autant les vitamines, les oligo-éléments, je pense que oui, c'est très intéressant, enfin, c'est des traitements que tu utilises partout dans tous les services. Peut-être pas à cette époque, mais en tout cas, moi, je sais que j'en ai souvent utilisé, notamment sur les alimentations parentérales. Mais le ghee, tu le mettais au-dessus de la tête, tu faisais un bisou au 1er janvier ? Non, mais en fait, il est souvent... ou alors c'est comme la sauge, tu fais brûler, et puis ça évapore les mauvais esprits, ou je sais pas. Alors, il faudra un jour que je te parle d'anthroposophie. C'est utilisé comme huile essentielle, peut-être ? Alors, qui détend ? Comme les fleurs de Bach ? Non, c'est en fait, c'est réputé être un traitement adjuvant des cancers. Et il y a un gros usage en anthroposophie. Il faut qu'on fasse de toute façon un chapitre sur l'anthroposophie, avec notamment le Viscom album qui est le nom latin de ça. Et il y a pas mal d'allégations thérapeutiques, pas toutes fondées loin de là sur le ghee. Voilà, mais l'anthroposophie a de grandes racines en Allemagne puisque ça a été créé là-bas et bon, c'est trop compliqué à explorer maintenant. Écoute, j'apprends quelque chose. Le podcast est là pour apprendre des trucs. Donc elle se construit à ce moment-là une image douce, compatissante, bienveillante, et cette image ne lui fera jamais défaut. Elle lui survivra même encore aujourd'hui. D'accord. Mais il y a une ombre qui plane sur ce tableau. Je sais pas exactement, j'ai pas vraiment compris le mécanisme déclencheur, mais... De comment les gens, ils ont commencé un peu à se poser des questions, tu veux dire ? Il va y avoir une sorte d'éclair dans un ciel sans nuages, comme on dit. D'accord. Et tout d'un coup, alors je sais pas s'il s'agissait d'une détection d'une anomalie statistique. Moi j'étais plutôt parti sur ça au départ, ou parce d'une qu'il y a dénonciation. toujours des statistiques qui sont faites mais en France. En mai 2003, l'AOK, qui veut dire Allgemeine Ortskrankenkasse,
En fait, c'est la caisse d'assurance maladie de Basse-Saxe qui commence à s'intéresser à la clinique Paracels, où exerce le docteur Barr. Et là, elle a vu un taux de mortalité trop élevé dans cette clinique. Et un usage fréquent, et même hors norme, de la morphine. Donc on est qui est souvent utilisé dans les sédations profondes. On est sur de la détection d'anomalies statistiques là. La caisse commence à se dire tiens, c'est bizarre. Et donc moi au départ je pensais vraiment que c'était purement ça. Mais j'ai un doute quand même sur le fait qu'il n'y ait pas eu en parallèle une petite dénonciation ou des murmures qui se faisaient qui font que la caisse... des infos qui pourraient faire penser à ça? Eh ben en fait, quand on lit les articles, il faut savoir que beaucoup sont hyper orientés et plutôt amélioratifs sur ce qu'elle a fait. Il la présente de façon très positive avec une assez jolie image. Oui, après c'est compréhensible. Je te rappelle la scène du début, il y a énormément de monde qui assiste à son enterrement et les gens sont plutôt en colère qu'elle se soit donné la mort à la fin. Oui, mais après c'est compréhensible. T'es là avec une personne qui se préoccupe de nos morts, alors qu'avant on s'en préoccupait, mais plus maintenant. Donc tu vois, c'est rassurant. Quand j'ai commencé à creuser un peu, j'ai commencé à lire et à découvrir des cas un peu plus troublants et des témoignages de familles qui étaient aussi troublées. Et en particulier, un témoignage qui marquera à la fois le procès et les articles et l'histoire en entière, c'est le témoignage qu'apportera l'épouse de R. Emile H., qu'on retrouve un peu partout, que ce soit dans les articles de journaux, mais aussi dans le procès. Emile H., il est malade. Il a 52 ans. Il est en phase avancée d'une maladie dont il ne guérira jamais. En l'occurrence, c'est un cancer de l'œsophage multimétastasé. D'accord. Il faut imaginer qu'il souffre beaucoup. Il nécessite des traitements antalgiques puissants, dont de la morphine. Il est fatigué. Il est dénutri. Il nécessite une hospitalisation. Parce qu'en plus, ça devient compliqué à la maison pour plein de choses, au niveau de la dépendance, au niveau de la charge pour son épouse, etc. Donc, une chambre lui est destinée à la clinique Paracels de Langenhagen. Il entre un après-midi, à 17h, sa femme lui rend visite. Il n'a pas passé une bonne journée, mais il est encore capable de la raccompagner jusqu'à l'ascenseur. Il marche à ce moment-là. Tu vois, il n'est pas grabataire au fond de son lit en train d'attendre que ça se passe, quoi. Il a mal, quoi. Il a mal, il est affaibli, mais il n'est pas mourant. D'accord. 17h, il raccompagne son épouse à l'ascenseur. 19h55, le docteur Mechtilbach appelle son épouse et lui annonce que son mari est en train de mourir. Et qu'il ne lui reste que quelques heures à vivre. Ça fait un peu court, mais on peut toujours dire un mais. C'est ça. Tu vois où est-ce que je veux en venir, j'imagine. C'est-à-dire où tu laisses ta famille et là tu te détends. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est toujours là tu sais que tu veux pas mourir devant eux et donc du coup tu te lâches complètement. Tu vois, il y a aussi ce phénomène qu'on connaît très bien complètement, en médecine. Complètement. Mais bon, là, quand même... Voilà, 19h55, donc elle l'appelle en lui disant, malheureusement, c'est en train de se passer, et puis il lui reste quelques heures à vivre. Et en pratique, il finira par décéder le même jour à minuit 50, enfin le jour d'après, puisque minuit 50, et il a eu des injections de morphine et des perfusions de diazépam, de Valium. C'était quoi, des titrations ou c'était pouce-seringue comme on connaît aujourd'hui? Non, c'est à la... Titration? Non, pas de titration, c'était... Non plus, c'était des perfusions... Ah oui, ok. Donc il s'est passé moins de 3 heures entre un état relativement stable et la mort qui était imminente. Et Emile H, c'est pas le seul dossier comme ça. Il y a eu d'autres décès suspects parmi les patients de Mechtilbach. Et donc je me dis que ça a pu venir aux oreilles de la caisse qui s'est dit tiens, je vais recommencer à regarder un petit peu les livres de compte et puis découvrir l'anomalie statistique et voilà. Il n'empêche que une enquête double et discrète commence à se faire. La première, c'est sur l'analyse des comptes de la clinique. La deuxième, en fait, la caisse envoie un agent sous couverture, mais vraiment un agent sous couverture. Un espion, quoi. Un espion, quoi. Punaise, vraiment. James Bond, quoi. Et la première partie de l'enquête, donc, elle va révéler que sur les 5 années qui viennent de s'écouler, dans la clinique Paracels, il y a 350 décès. C'est 2 fois plus que des cliniques équivalentes dans le même domaine et dans la même avec zone. des soins palliatifs. Ouais.
Il y a un surplus de décès, on va dire. D'accord. En pratique, sur ce surplus de décès qui correspond à peu près à la moitié, on va dire, il y en a 78 qui sont jugés vraiment très suspects rien que sur les 2 dernières années. D'accord. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. Donc en fait, on est sur une sorte d'accélération. Ouais. Puisque la moitié de 350 finalement, c'était sur 5 ans. Ouais. Tu vois. Et donc rien que sur les 2 dernières années, on est sur 80 cas un peu suspects, ça fait augmenter les stats. Ouais, tout à fait. Et dans le livre de compte, il note une surconsommation en volume et en fréquence de prescription et de morphine et de diazépam. Alors la morphine, je vous fais pas le tableau, j'en ai parlé déjà. C'est un médicament antalgique puissant de la famille des opiacés. Et on en a fait un petit bonus Patreon à l'occasion de l'épisode sur Marcel Petiot. Et le diazépam, lui, vous le connaissez sans doute sous son nom commercial initial qui est le Valium. Et c'est un médicament de la classe des benzodiazépines. Globalement, retenez que les 2 médicaments ont des effets secondaires cumulatifs sur les aspects notamment sédatifs et de dépression respiratoire, c'est-à-dire qu'en fait si on en prend trop, on peut s'arrêter de respirer parce que ça désactive les centres respiratoires. C'est la première chose qu'on apprend à l'école infirmière, c'est de vérifier la fréquence respi. Voilà, et donc en cas de surdosage, on peut mourir soit d'une inconscience non contrôlée, par exemple on se vomit dans les voies respiratoires et on peut pas... Syndrome de Mendelssohn. Voilà, soit du coup les centres respiratoires les centres respiratoires se désactivent. Et donc ça c'est la première partie, l'analyse statistique des données, et la deuxième partie c'est l'agent sous couverture qui est là et qui note les différentes pratiques. Et là il se dit, mais il y a quand même un écart aux bonnes pratiques. Donc là il est vraiment en train de noter ce que les uns et les autres font, comment les infirmières travaillent. C'est pour qui? Alors je pense que c'est un médecin. Ah, ils ont envoyé, comme un médecin de la Sécu qui Parce vient... Parce qu'il y avait 2 médecins, enfin, tu verras un peu plus tard. Genre qui est embauché et qui vient... Ouais, il y avait 3 médecins qui ont enquêté pour la caisse. Et, à mon avis, il y en avait un qui était sous couverture in situ, et il y en avait 2 autres qui étaient à l'analyse statistique, en fait. Ouais. Qui eux étaient officiellement là. Voilà. Mais ils ont mis 3 médecins quand même sur le coup, parce qu'ils avaient vraiment la puce à l'oreille. Et donc là, il se dit, il y a quand même un écart de bonnes pratiques, et en particulier de la part de un médecin dans la clinique, le docteur Mechtilbach. Et on l'a vu faire, et on sait que... C'est elle la plus prescripteur de ces traitements, quoi. Ouais, et puis c'est bizarre parce que les patients ont tendance à... Enfin, tu vois, elle fait elle-même des administrations, Ouais, non, ça c'est louche. Un médecin, il peut pas lui-même des administrations. Et puis, elle reste plus tard, et puis c'est souvent pendant ses gardes que ça se passe, et que, tu vois... Ouais, ça je trouve ça pas louche. Enfin, des médecins qui restent... Ça, par contre, des soignants qui restent, qu'ils soient médecins ou paramèdes, c'est toujours comme ça, quoi. Les soignants qui te disent, alors bon, t'as toujours le côté chat blanc, chat noir, mais tiens, c'est bizarre quand on sait qu'avec tel médecin, en fait, les gens, tout d'un coup, on leur branche la perfusion, et puis, au bout de 2 heures, ils sont plus là. Oui, c'est vrai qu'on a, lui, les chats noirs, ce soignant-là. Alors, t'as les vrais chats noirs. D'ailleurs, j'ai eu un fer à cheval pour ça, par mes collègues. Et donc, que j'ai toujours. Le service médical des caisses d'assurance maladie va finir par déposer une plainte pénale auprès du procureur de Hanovre pour euthanasie active, rien que ça, dans les 78 cas. Alors, les sources diverses... ça en 2003, là, 2003, juste après le début de l'enquête. Très vite, ils vont identifier les problèmes, donc ils se disent, on va pas laisser traîner ça, et il faut qu'on mette la justice sur le coup, parce que là... Nous, on n'a pas le pouvoir, quoi. On peut dire qu'il y a un problème, mais on peut pas aller plus loin. Donc, le parquet de Hanovre va se saisir de l'enquête et ordonne une perquisition au cabinet du docteur Bach. Et ils vont saisir tous ces dossiers médicaux. D'accord. Alors, ils vont pas y aller avec de la dentelle. Ils vont faire ça de façon extrêmement brutale, là, je pense que sans la prévenir. 80 cas. Il lui laisse même pas la possibilité de se défendre, d'appeler un avocat, quoi que ce soit. D'ailleurs, son droit d'audition, alors je connais pas bien la justice allemande, et là on est loin de Miranda, tout ça qu'on entend dans les trucs américains. Vous avez le droit de garder le silence, on vous annonce les droits, tout ça. Là, son droit d'audition, il est refusé par l'administration régionale et même par le tribunal administratif. Donc elle a pas le droit de répondre. S'ils le font, c'est qu'ils ont le droit, j'imagine. Sans doute. Donc en gros, il mène une enquête à charge et à marche forcée, quoi. Pire, donc là, ça commence en mai, l'enquête de l'AOK. En juillet 2003, donc en mai 2003, enquête d'AOK, et en juillet 2003, donc juste après la saisie de ces dossiers, donc qui était en juin, elle va être
temporairement placés en détention, donc directement par la case prison sans passer par la case départ et toucher 20 000 euros, tout ça. Et dans le même temps, le gouvernement du district de Hanovre lui retire son permis d'exercer la médecine. Ouais. Et ils ont même refusé d'entendre l'association médicale de Bassax, qui est l'équivalent du Conseil de l'ordre des médecins qui est intervenu en sa faveur. Alors, donc le Conseil de l'ordre lui dit non, on va pas lui interdire comme ça, il faut un vrai procès, il faut qu'on aille jusqu'au bout des choses. Moi je trouve que autant donner une interdiction d'exercer, le temps de faire d'éclaircir l'affaire, de savoir ce qui en est, moi ça me choque pas. Par contre, le fait qu'elle n'ait pas l'opportunité de se défendre, qu'elle n'ait pas la possibilité de se défendre, tout simplement, c'est assez moyen, ça, par contre. Mais ça pourrait être que temporaire, tu sais, le fait de ne pas exercer, quoi, c'est ça que je veux dire. 22 jours plus tard, ils vont lui proposer de pouvoir sortir de prison sous la caution de 40 000 euros. Une caution, en plus. Voilà, et par contre, elle va devoir se présenter toutes les semaines à la police pour... ils sont sérieux ? Pour émarger. Ouais, non, mais c'est... Vache. Ils sont partis vraiment très vite, très fort et très à charge, en fait. Hein. Après... Bon, en même temps, quand tu fais 80 morts, minimum... C'est ça, ils se sont dit, on a une tueuse en série, on va pas y aller avec le dos de la cuillère, et autant, tu vois, on écoutait tout à l'heure un podcast de Crime glacé. Oui. Sur... Écoutez-les, elles sont trop bien aussi. Ouais. Canadiennes. Et sur un serial killer qui a été relâché à bon nombre de reprises. Autant là, tu vois, ils se sont dit, on en a une, on va la coffrer tout de suite. Lui, c'était formidable l'histoire, quoi. Hein. Ouais. Donc bref, écoutez, Crime glacé. Et on va voir un petit peu. Donc en fait, voilà, elle est mise sous écrou, elle est relâchée sous réserve de démarger, de payer une caution de 40 000 euros. Elle a plus le droit d'exercer et ça semble tourner très vite au vinaigre pour elle. Sur la partie enquête. Donc maintenant ils vont essayer d'aller. C'est très rapide ta timeline toi aussi là. Hein. Alors, je trouve. Au départ oui, et tu vas voir que ça va très vite se ralentir quand on va commencer à s'intéresser de près à ce qu'il y a dans les dossiers et de qu'est-ce qu'on peut en faire et est-ce que c'était légitime ou pas. Je te rappelle qu'on finit en 2011. Oui. On finit 8 ans plus tard, hein, c'est pas pour rien. Et donc ils font une saisie, et une fois qu'ils ont pris tous les dossiers, il faut les analyser, tous les dossiers, un par un, page par page. Oui, parce qu'ils sont pas forcément tous morts trop vite, on va dire, entre guillemets. Et le problème, c'est qu'après, quand tu saisis des dossiers comme ça, en fait, t'as très vite une bataille d'experts, des différents, tu vois. Ça prend du temps. Voilà. Donc, on a isolé les lieux du crime, c'est la clinique Paracel, ça c'est évident. Les victimes, on part sur 78 dossiers au départ, qui étaient vraiment problématiques. Sur les 78, à la fin, il va y en avoir 13 qui vont être retenus comme particulièrement problématiques, particulièrement réduit, hein. Inquiétants. En fait, ils ont été prudents ils ont vraiment retenu les dossiers qui étaient les plus criminellement incriminants. D'accord. Pour pas justement dire on a sélectionné des dossiers un peu bancals et oui, puis même après ça devient trop facile aussi. De toute façon, il en fallait un. Parce qu'on est quand même dans du soin palliatif, donc tu t'attends forcément à ce que statistiquement il y a des gens qui meurent, quoi. Ouais. Il y en a qui ont pu rentrer à 18h et mourir à 19h parce qu'ils devaient mourir à 19h, tu vois ce que je veux dire. C'était ça. Alors ça a été un peu difficile à suivre parce que c'est des sources un peu lointaines, des sources uniquement, c'était l'ère d'avant les réseaux sociaux où tout au début, il y avait pas énormément de choses. Et puis surtout la presse allemande, c'est pas comme la presse française ou encore pire, la presse anglo-saxonne, il y a pas tout qui est déballé sur la place publique en fait. Ouais. Il y a un certain respect de l'anonymat et c'est un peu plus compliqué à entrer dans le... Je rigole pas auprès de la police, mais l'anonymat, ça se conserve. Ce que j'ai pu identifier quand même sur la victimologie globale, c'est qu'il y a un pattern commun entre toutes les victimes, c'est des adultes ou des personnes âgées. Sur les 13 victimes ou sur les... D'accord. Alors sur les 78, mais sur les 13 qui sont retenus en particulier, c'est ça. Il n'y a pas d'enfants. Ah, elles s'occupent que des adultes ou des personnes âgées. C'est déjà une première chose. Elles ont en commun, comme pour le cas d'Émile H, qu'on a cité plus au-dessus, qu'en fait, elles sont toutes atteintes de pathologies lourdes, chroniques, incurables et évoluées. Donc des diabétiques, quoi. Là, t'es en train de me décrire un diabète. Ah ouais. Et du coup... Elle a tué des diabétiques ? Non. Non. Ah bon, tu m'as fait peur.
c'est un peu plus... diabète, c'est une maladie incurable, on est d'accord. C'est vrai. Non, mais je me doutais très bien, mais c'est pour expliquer un peu aux auditeurs qui s'y connaissent pas que le diabète, c'est il y a des maladies qui nous semblent bateaux comme ça, mais il n'y a pas que des cancers non plus qui sont incurables, quoi, en fait. C'est pour ça que je mets tous les qualificatifs, en fait, les uns après les autres, parce que comme ça, on peut se dire, ah bah oui, mais quand même, pathologies lourdes, chroniques, incurables, évoluées. En fait, il y en a plein qui, t'as beau avoir tous les qualificatifs réunis, t'es pas forcément en fin de vie, t'es pas forcément en bout de course. T'as pas forcément des amputations, enfin, tu vois, t'as pas forcément plus d'espoir, t'as pas forcément une qualité de vie qui est infernale, etc. C'est ça. Mais tu peux mettre un dialysé, hein, à la place de ça, c'est exactement la même. Hein. Par contre, elles ont tout en commun, en plus d'avoir des symptômes importants, pénibles, et ou des difficultés de maintien à domicile qui nécessitent une hospitalisation, à minima une hospitalisation de répit. Alors, je sais pas si tu veux qu'on définisse un peu pour nos auditeurs non soignants ce que c'est qu'une hospitalisation de répit. Je pense que c'est mieux pour tout le monde n'est pas au jus, au clair. Nous, oui, mais du coup, tu veux que je le fasse ? Je sais pas, tu te sens de le faire ? Je le sais, puisque ça a été fait il y a pas longtemps dans ma propre famille pour mon grand-père, qui, en fait, pour soulager la famille, les aidants, les soignants... Grand-père Louis qui ne nous écoute pas, c'est à peu près certain, par contre. Je pense qu'il aurait aimé, tu vois. Qui, en fait, pour soulager les aidants, en général, on hospitalise ces gens le temps que les aidants se reposent, en fait, tout simplement, et ils reviennent souvent à la maison quand ça va mieux. C'est ça. Parce que c'est fatigant, il y a beaucoup d'aidants qui sont très investis, en fait, dans leur rôle d'aidant. Ils font plus que... alors, il y a souvent des soignants qui sont autour, mais... Quand on est aidant, on l'est 24 heures sur 24. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui ont été parents de jeunes enfants, on est particulièrement vigilant tout le temps. On dort jamais complètement. On est toujours sur le qui-vive de savoir s'il faut pas suppléer les besoins vitaux de la personne qu'on veille, que ce soit un nourrisson, une personne très âgée, une personne dépendante. Et donc c'est extrêmement fatigant, extrêmement consommateur de ressources physiques, psychologiques, matérielles aussi. Et donc parfois on fait des hospitalisations, on s'appuie sur des professionnels pour soulager, aider à poser un peu les choses. Pour que les personnes puissent se reposer et reprendre leur rôle d'aidant par la suite, s'ils le souhaitent. Voilà. Donc, Émile H, par exemple, qu'on évoquait tout à l'heure, il était en hospitalisation de répit. Donc, généralement, quand on est en hospitalisation de répit, on s'attend à sortir après et à revenir à l'état antérieur. C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Et c'est ce qui fait que certains cas ont été retenus plus que d'autres en se disant, mais quand même, c'était pas des hospitalisations de bout de course, quoi. Donc, en récapitulant, on est sur des malades lourds, évolués, fragiles, fatigués, dépendants dans leur vie et dans leurs actes, et particulièrement sensibles aux décisions qui sont prises par leurs soignants, et les médecins en particulier. Des patients qui sont à la merci de ces décisions, quoi, littéralement. Ce que l'enquête a montré, c'est la conjonction de plusieurs choses. D'une part, les patients qui sont pas si mourants, enfin qui étaient pas si mourants que ça, sont morts, que ces décès ont tous été rapides. C'est pas des complications qui ont duré des jours, etc. C'est quand le processus mortel était enclenché, ça durait pas longtemps. D'accord. Quelques minutes, quelques heures. Voilà, c'est assez suspect. Ils sont tous survenus pendant les gardes du docteur Bach. Ah oui, c'était jamais en dehors de ce moment-là. Ok. Et ça a poussé un peu trop la seringue, quoi. Les dossiers médicaux de ces patients sont très vides. En tout cas, pas assez explicites sur la description d'états cliniques, des symptômes, des décisions thérapeutiques, des prescriptions qui ont été faites à proportion des symptômes, etc., comme on doit le faire. Ce qui n'était pas le cas sur ces autres patients. Alors si, alors ça c'est un peu... C'est typique de sa façon de travailler. Ouais, sa façon... En fait, elle avait un côté un peu... baba cool, j'allais dire, de voir un peu les choses comme ça, de se dire moi je soigne, j'ai pas besoin de remplir les dossiers, tu vois, je suis un peu au-dessus de ça, donc voilà. Et donc mais ça lui a desservi, ça la dessert de façon générale pour l'ensemble de son œuvre et en particulier quand les dossiers sont problématiques. Donc on a une sorte de magma de faits troublants qui sont redondants et qui aboutissent un certain nombre de fois au décès des patients. Et du coup, est-ce qu'ils avaient une certaine
un certain âge aussi, ces victimes? Ou alors c'était, peu importe, ça allait de 25 ans à, je sais pas, 90? J'ai cru voir de 52 à 85, de ce que j'ai Ah oui, il vu. n'y a pas un âge Non, on est sur des populations, que des filles, que des adultes hommes. standards et gérontologiques aussi. Et femmes, hommes sans problème. Ok. Et puis, donc le magma de fait troublant, redondant, qui se lit dans les dossiers et qui se voit dans l'enquête. Et tu rajoutes à ça des doutes qui viennent des soignants, Oui. des doutes qui viennent des familles et ce que je te disais, les murmures. C'est pour ça qu'au départ, je pensais que c'était une anomalie statistique isolée qui avait été vue. Ça pourrait être le cas aujourd'hui maintenant avec les outils d'intelligence artificielle et d'analyse automatisée. En 2003, on était quand même moins évolué sur l'informatisation, etc. Et il y a probablement, à mon avis, des murmures qui ont commencé à guider ces regards-là et ces analyses-là. Même si je connais un peu le fonctionnement allemand sur l'analyse des données et la capacité à être particulièrement pointu sur ça, mais bon. Donc, ils vont retenir sur les 78 les 13 dossiers les plus problématiques, ceux où il y a vraiment toute la conjonction et tout le faisceau qui pointe et vraiment les trous dans les dossiers majeurs en se disant quand même ces patients-là auraient pas dû mourir, ou auraient pas dû mourir aussi vite, auraient pas dû mourir à ce moment-là. Et pour finaliser un petit peu l'enquête, l'arme du crime, comme on l'a dit, on est sur de l'intoxication combinée, morphine, diazépam. La suspecte, on l'a dit, le docteur Mechtilbach, toute seule, a priori. Ouais, elle a accusé personne ou elle aurait pu dire non mais j'ai pas fait ça toute seule. A priori, elle a été très vite isolément accusée en fait. D'accord, parce que tu me dis qu'elle allait travailler au début, tu sais, avec une personne avec qui elle avait toujours travaillé, elles auraient pu faire ça ensemble, tu sais. Ouais, mais elle n'a jamais été incriminée l'autre. Ok. Notamment parce que comme je te disais dans les témoignages en fait, on retrouvait que elle faisait des administrations elle-même, que tu vois, ça c'est très mauvais signe en général. Moi en tant qu'infirmière, j'ai envie de te dire, alors des médecins qui donnent des soins, ça arrive, j'en connais, mais ils viennent temporairement parce que ils ont 5 minutes devant eux, ils viennent t'aider 5 minutes. Mais après, je veux dire, vous êtes occupé à autre chose. Et nous, c'est notre job de faire les soins aussi. Je mettrais quand même un bémol. Je l'aurais pas fait il y a encore quelques temps de ça, mais en fait, actuellement, en service, on a eu un externe qui fait ses études à Munich et qui est venu ici dans le cadre d'Erasmus. En fait, il m'expliquait que les médecins allemands font énormément de gestes, et notamment tout ce qui est prise de sang, perfusion, transfusion. Les transfusions, par exemple, mais après, c'est le niveau d'études n'est infirmière en France n'est peut-être pas forcément le même qu'en Allemagne. Ouais. Enfin, tu vois, c'est comme donc, à mon avis, aux États-Unis, tu as plusieurs niveaux d'infirmières. Nous, en France, on a plusieurs niveaux, mais il faut reprendre ses études derrière. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Nous, en France, on a quand même certaines technicités. On fait énormément de choses. On a pris des soins qui étaient délégués avant aux médecins, notamment les gazométries, des choses comme ça qui étaient faites par les ECG, les électrocardiogrammes pour ceux qui savent pas. C'était des soins qui étaient réalisés par les externes avant, ou du moins dans les CHU. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Complètement. En France, en tout cas, c'est un métier extrêmement technique et intellectuel aussi. Parce qu'on a un gros savoir, un gros bagage technique et intellectuel. Théorique, c'est ça que je voulais dire. Même si vous n'êtes pas tout le temps d'accord avec nous. Dr Bach, pour le coup, c'est assez surprenant que ce soit elle qui soit la suspecte principale, parce qu'en fait les statistiques montrent que les meurtres médicaux sont en majorité commis par des infirmiers masculins. Alors, il n'y en a pas beaucoup des infirmiers masculins, enfin, statistiquement il y en a moins que des infirmières féminines, c'est ça? Infirmier. Oui, c'est ça. Il est pour moi lui. Tu vas voir qu'il y en a plusieurs. Et en fait, dans le cas des soignants qui sont tueurs en service, donc il y a une sous-catégorie bien particulière qui est celle des soignants défenseurs d'une ligne humanisto-euthanasique, je vais appeler ça comme ça, qui disent que en fait il faut pouvoir euthanasier des gens sous réserve, enfin sous prétexte d'être humain et puis de faire voilà. Et alors en anglais on appelle ça le mercy killing. D'accord. Qu'on verra dans beaucoup d'affaires. Et en allemand ils ont un terme particulier qui est le Gnadentod, qui signifie en fait, en gros, alors c'est compliqué à traduire Gnadentod, mais en gros c'est donner la mort par coup de grâce. Gnaden, c'est le coup de grâce en fait.
et qui désigne des euthanasies actives qui ont pour but d'achever des souffrances. En gros, c'est l'image de l'euthanasie militaire sur le champ de bataille, du soldat qui a la jambe arrachée et qui demande à être achevé, Ouais, je vois. tu vois, ou l'euthanasie vétérinaire, tu vois, du cheval qui a les pattes brisées sur le champ de course, qui on met une balle Ou dans un la homme tête. qui a un rhume, par exemple, C'est ça. en plein hiver. Et tu remarques que je t'ai épargné l'image du gars qui est mordu par un zombie et qui, si on ne le tue pas, va devenir un zombie. Mais comme je sais que tu vas faire des cauchemars, Ah, punaise. Oui, mais tu m'en as parlé, c'est trop tard. je vais pas t'en parler parce que je veux pas que tu fasses des cauchemars. Quand on enregistre Il est ça, méchant. il est 21h30 au moment où on enregistrait cet épisode. Vilain. Non mais tu ne penseras plus aux zombies après, t'inquiète pas. Et donc, Torture. le Dr Barr, elle, va faire partie de cette sous-catégorie particulière des patients, des soignants qui vont se revendiquer comme étant, comme ayant commis des actes de soins, mais qui sont en fait des homicides volontaires et C'est humaniste. voilà. Faut imaginer qu'elle va s'inscrire là-dedans. Et donc, c'est ça qui est surprenant, c'est que statistiquement, c'est normalement pas fréquent. Et donc, ça a un peu surpris tout le monde. Quand on lit un petit peu les analyses qui ont été faites de son cas, de sa personnalité, globalement, elle s'inscrit dans le schéma classique et les psychologues estiment que ces gens sont des solitaires, des insécurisés de la vie. Ils sont considérés comme marginaux dans leur équipe, mais ils ont des motivations psychologiques profondes qui sont indépendantes des souffrances réelles des patients. C'est leur souffrance qui est projetée en fait, et ils sont incapables d'accepter la souffrance des autres en fait. Et ils ont besoin d'y mettre un terme. Ils ont besoin de prendre la main, de garder le pouvoir en fait. Donc, et donc c'est une sorte de projection empathique mal reçue en fait. Ah oui, bien sûr. Et voilà. Et donc c'est quelque chose qui a un peu surpris, mais on verra dans d'autres épisodes que l'Allemagne de ces années-là était loin d'être, c'était loin d'être la seule à avoir fait ce genre de choses, et on va retrouver. C'était typique de la période, quoi. Ouais, on va retrouver plusieurs cas vraiment très problématiques de patients, de soignants qui ont tué des patients. Je pense notamment à l'infirmière Irene Becker qui a tué 6 patients à la Charité de Berlin, Stefan Letter qui a tué des dizaines de patients à Sonthofen en Bavière entre 2003 et 2004, même époque. Oui, bien sûr. Ou alors pire, Nils Hogel. Oui, Nils c'est lui Hogel, que je vais traiter. Qui a entre 99 et 2005, qui en aurait tué plusieurs centaines. Ouais. Mais bon, ça. Lui, c'était pas dans le même cadre. Ça, oui, alors ils ont. Eh oui. Lui, il était dans une autre sous-catégorie. Ils ont utilisé d'autres méthodes et c'était effectivement d'autres profils, mais ça, on en parlera dans d'autres épisodes. Restez connectés, abonnez-vous, tout ça, pouce bleu, tout ce que vous pouvez. Par contre, tu me parlais de c'est des profils où ils sont solitaires et tout. Enfin, de ce que tu me racontes au début, c'est pas quelqu'un qui était solitaire, quoi. Alors, tu verras que elle a une tendance à être renfermée sur elle-même. Elle travaille en équipe, mais en fait, elle est la prise de décision. Oui, il y a que elle qui gère. Voilà. Okay. Elle est autocentrée, quoi. Okay. Est-ce que c'est une personne qui avait des amis en extérieur? Elle était mariée? Elle avait des enfants? Non. Et d'ailleurs, ça lui, on va en parler pendant le procès tout à l'heure. Mais son attitude assez froide, assez distante, assez semble-t-il impassible, pas chaleureuse, va la desservir. Mais elle était comme ça dans la vie. Donc elle était charismatique dans sa profession. Elle attirait à elle une patientèle parce que justement elle proposait quelque chose que d'autres ne proposaient pas. Mais elle l'attirait pas sur un charisme personnel en fait, tu vois. Oui. Elle paraissait pas sympathique au premier abord. Non. Quoi. Mais il y a plein de gens, moi je connais plein de médecins comme ça qui sont. Il y a pas que les médecins, il y a plein de. Dans ma corpo, en tout cas, il y en a quand même plutôt pas mal des gens. Je veux pas qu'on dise que les infirmières sont toujours en train de tacler les médecins, donc c'est toi qui le dis. Absolument antipathiques, mais pour autant ils attirent sur leurs compétences des gens. Tu vois, voilà, on en a tous connu des comme ça. Alors après, ça a changé quand même aujourd'hui, je trouve. Les médecins, les nouveaux médecins entre guillemets, les internes, les externes, c'est plus pareil aujourd'hui, je trouve. C'est plus avenant en fait. C'est pas le même rapport avec les équipes paramédicales, je trouve. Donc en fait, ouais, comme tu dis, son attitude impassible va
va la desservir et va pas emporter un certain nombre de soutien. Parce qu'en fait, c'est compliqué de se dire que d'être vraiment compatissant quand t'as quelqu'un qui a l'allure d'une psychopathe, littéralement. Tu t'imagines quand ils sont froids, quand ils sont distants, quand tu leur racontes des horreurs et qu'ils disent ouais, ça se passait quoi. Ouais, bah après c'est comme nous quand on raconte ce qui se passait à l'hôpital à nos repas quoi. Ouais. Et du coup elle aurait, comme elle paraît comme ça, elle va avoir comment ça s'appelle ça, une analyse psychiatrique. Oui, elle va être analysée, elle va être jugée parfaitement saine d'esprit et complètement apte à subir un procès et puis complètement capable d'analyser le bien, le mal et de faire ce qu'elle a fait. Là pour le coup, elle avait la pleine possession de ses moyens. Bien au contraire, elle a revendiqué ses actes en fait. D'accord. Donc bon an mal an, finalement l'enquête va se terminer et le procès va se tenir. Enfin quand je dis le procès, ça va être les procès parce que tu vas voir qu'il va y en avoir 2 pour pas simplifier trop les choses. Le procès en fait des 13 dossiers, ils vont en retenir que 8. Les 5 autres dossiers vont pouvoir être rattachés dans un deuxième procès. D'accord. 8 pourquoi? Parce qu'en fait, en parallèle, et c'est notamment ce qui a pas aidé à ce que ça se déroule facilement, ils ont demandé à un médecin qui s'appelle le professeur Michael Zenz d'établir un rapport médico-légal circonstancié, donc en analysant chaque dossier, chaque cas, chaque prescription, etc. Des 13 dossiers les plus problématiques. Et en fait, sur pour les 8 premiers dossiers, il va mettre presque 5 ans à produire son rapport. En même temps, ouais. Mais bon. C'est long, quoi, comme boulot. 5 ans, même il va mettre 5 ans et demi à produire son rapport sur uniquement les 8 premiers dossiers, donc il a pas réussi à faire les 13. 5 ans, c'est long, hein. Autant te dire que, les avocats vont se jeter sur le truc en disant, oui, votre expert, il se moque de nous, c'est pas, il aurait dû se désavouer, vous auriez dû choisir quelqu'un d'autre, il ralentit la procédure, c'est, enfin bref, voilà. Donc, on est 4-5 ans après son arrestation, son emprisonnement, sa mise au banc, parce que du coup elle l'exerce plus, tout ça. Et ça va gentiment chauffer dans les deux camps, entre-temps, par presse interposée, parce que du coup quand on a que ça à faire d'attendre le rapport de l'expert et qu'il se passe plus rien semble-t-il dans l'affaire, en fait il y a ça s'insulte gentiment par presse interposée, et puis chaque camp fourbit un petit peu ses armes. Et donc le premier procès va se tenir, mais il va très vite tourner au fiasco, comme je te disais, puisque le juge président, c'est comme ça qu'il s'appelle là-bas en Allemagne, qui s'appelait Bernd Rümke, va être malade, va tomber malade. Et en fait, le premier procès va être purement et simplement annulé. Alors là, je t'avoue que je connais pas assez la justice allemande pour dire ce qu'il adviendrait en France dans ces cas-là, ni si c'était normal que ça se passe comme ça. Mais en tout cas, il n'y a pas de suppléant. Et donc le procès est reporté sine die, comme on dit. Indéterminé, quoi. Voilà, de façon indéterminée. On verra bien quand on peut le reprogrammer. Et il faut attendre octobre 2009 pour que on réunisse un autre procès, qu'un autre juge président, en l'occurrence le juge président Rosenbusch, qui va tenir le second procès. Et là, pour le coup, l'expert a un petit peu accéléré l'analyse et il a fini par analyser les 13 dossiers. D'accord, ok. Donc là, on va pouvoir verser les 13 dossiers au deuxième procès. Et le juge président, alors je te rappelle que l'enquête a été menée à charge, mais le juge président, lui, je pense qu'il avait une idée derrière la tête, il va très vite, parce qu'en fait au départ c'était des homicides involontaires, et en fait le juge président, lui, veut mettre l'accusation de meurtre. D'accord, ok. Donc avec meurtre au premier degré. Meurtre au premier degré, ça veut dire meurtre avec préméditation chez nous, parce que c'est ces termes anglo-saxons et américains. Quand tu fais avec meurtre, assassinat, ça veut dire qu'on a prévu de le faire et qu'on s'est donné les moyens de le faire et qu'on a fait le truc. Et donc il veut mettre des accusations de meurtre dans les dossiers. Au départ, il voulait en mettre 5 des accusations de meurtre, et le reste
en empoisonnement, enfin en homicide involontaire. D'accord. Donc là, ils ont la pièce principale d'accusation qui est le rapport du professeur Zenz, comme je te disais, qui était déjà pas mal critiqué avant. Une autre pierre de l'accusation, ça va être la Fondation allemande à la protection des patients, qui va se porter. Alors nous, ça serait l'équivalent de partie civile, je sais pas exactement le terme en allemand, mais globalement, ils vont être du côté de l'accusation, et qui dit clairement, il ne s'agissait pas d'euthanasie. Oui. Parce que pour qu'il y ait euthanasie, donc ils sont plutôt en faveur de l'euthanasie, eux. Hein. Il faut imaginer que c'est une association qui plaidait pour l'ouverture du droit et l'accès à l'euthanasie. D'accord. Et disait pourtant qu'il ne s'agissait pas d'euthanasie parce que pour qu'il y ait euthanasie, ce qui compte, c'est pas ce que pense le médecin, mais ce que veut le patient. Donc c'est un meurtre. Si le médecin agit sans consentement, la seule question qui reste, c'est est-ce que c'est un homicide involontaire ou un meurtre? Ils ont clairement dit ça. Une association qui soutenait le droit à l'accès à l'euthanasie. Ouais. Donc ils disaient, nous on est pour les euthanasies, on aurait défendu le médecin s'il avait fait des réelles euthanasies. Ouais. Mais il n'y a rien qui traçait des explications dans les dossiers, de demandes, est-ce que vous voulez vous faire euthanasier, machin et tout. On a juste oublié de demander aux patients qu'on euthanasiait s'ils étaient d'accord à aller sur l'euthanasie, en gros. C'est ça. Bon. Et donc, effectivement, ça va être un peu lourd comme pierre à l'accusation. Et puis, bien sûr, il y avait aussi le dossier de la caisse de sécurité sociale de Basse-Saxe, pour lequel, comme je te disais, 3 médecins avaient été mentionnés, donc, dont l'espion sous couverture. Au niveau de la défense, elle est défendue par des avocats qui sont des ténors du barreau. Je vais pas te citer les noms, parce qu'en dehors de prononcer de l'allemand pour prononcer de l'allemand, ça n'a pas vraiment de sens, on les connaît pas bien. C'est tellement beau comme langue, vas-y fais-moi rêver. Et par contre, elle a toujours adopté la même ligne de défense, c'est-à-dire que elle visait à uniquement soulager la douleur et à traiter les patients. D'accord. Et que tous les rapports qui étaient à décharge pour elle ont cherché à montrer que oui, les traitements ont abouti à des effets secondaires qui étaient des effets secondaires radicaux, dont la mort des patients, mais qu'en fait ils étaient indiqués par rapport à l'état clinique des patients. Ouais. Et en fait, il va y avoir un gros débat sur est-ce que oui ou non on avait le droit d'utiliser ces traitements, est-ce que oui ou non les doses étaient adaptées, est-ce que si, est-ce que ça. Bien entendu, ils ont essayé de discréditer, donc comme je te disais, le rapport Zenz, en disant il a mis trop de temps, puis il a tout fait pour saccager un petit peu le moral des troupes et ci et ça. Bon, ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé de discréditer aussi le rapport de la caisse de sécurité sociale en disant que la caisse n'avait pas à être jugée partie dans le processus judiciaire, c'est-à-dire de faire une enquête préliminaire et d'être dans le jugement, enfin comme témoin de l'accusation, tout ça. Enfin, c'était normalement. Je trouve ça pas hyper recevable. Alors après ils ont essayé de faire passer de l'illégalité parce que il y avait des points de droit, je pense. Mais bon, c'est leur boulot aux avocats que de trouver le point de droit, le point de détail qui va faire que ça va aller à l'encontre de la loi, quoi. Parce qu'en fait, c'est pas sur le fond qu'ils vont juger, c'est sur la manière dont ça a été fait, quoi. Ouais. Et donc il va y avoir convocation comme ça de grands experts, et puis ce qui va lui desservir vraiment, donc c'est, comme je te disais, son attitude qui est extrêmement réservée, fermée, son visage pâle, impassible, qui laisse transparaître aucune émotion, alors que ses avocats décrivent quelqu'un qui a un parcours professionnel exceptionnel, un dévouement, une empathie, etc. Et là on dit mais comment cette personne-là, que je vois devant moi, qui est impassible, peut être bienveillante, peut être accompagnante, peut être chaleureuse avec un patient. Là, on voit quelqu'un qui est froid, quoi. Ouais, mais enfin, si t'es menacé d'aller en prison, excuse-moi, t'es pas obligé d'être souriant, quoi. Oui, mais l'image, c'est important dans les tribunaux. Et je sais, mais bon, je sais pas, moi, je serais complètement abattu, quoi. Et donc, la défense va essayer de justifier son attitude par son éducation. Je te dis, elle était issue d'une famille plutôt conservatrice, chrétienne, et donc on va convoquer ces valeurs-là d'éducation chrétienne, humaniste et rigoriste, allemande, traditionnelle, pour justifier un petit peu son attitude, et en disant non, c'est juste quelqu'un qui est comme ça en fait. Ouais. Voilà. Bon, ça va marcher moyennement. Et une autre pierre à l'accusation qu'il va y avoir, c'est un expert, un économiste de la santé qui s'appelle Manfred Schwartau, et qui va
Ouais, et qui va avoir une interprétation un peu venue de nulle part, j'ai trouvé quand j'ai vu ça, qui disait en fait j'ai analysé ces dossiers et à mon avis elle avait un motif. Elle avait un mobile criminel en fait, parce que jusque là en fait on était sur elle a choigné des gens, etc. Ouais. Moi, l'autre il vient en disant moi j'ai un mobile vraiment, c'est qu'en fait elle a joué avec les durées de séjour. Et qu'en fait, ces patients, elle les gardait trop longtemps parce qu'elle savait pas les gérer et qu'à un moment, quand elle voyait qu'elle arrivait pas à s'en débarrasser, elle s'en est débarrassée, littéralement. Manifestement, c'est pas le cas pour le type de 52 ans. Pour pouvoir toucher des indemnités. Ah oui, mais c'est pour ça que je te dis, ça sortait un peu de nulle part comme ça, et donc du coup, voilà. Et donc lui, il a fait tout un tas de déclarations dans la presse. C'était assez surprenant, j'ai trouvé comme ça. Bon, bref. Après, on va aller interroger un petit peu ses compétences professionnelles. Alors, il faut savoir que elle a des formations et des compétences qui sont pas forcément validées par des diplômes. Souvent, c'est un peu, elle a acquis ses compétences, notamment en soins palliatifs, un peu sur le tas. Donc, il y a eu pas mal de débats sur est-ce qu'elle avait le droit, est-ce qu'elle savait faire, est-ce que oui ou non elle avait les diplômes. Donc non, elle avait pas les diplômes, mais est-ce qu'elle a eu les compétences, etc. Et donc là, on a fait jouer son aura professionnelle et puis tous les gens qu'elle a l'aura, ça donne pas de compétences. C'est ça. Et donc ça a été compliqué parce qu'à l'époque il y avait pas il y a aucune filière particulière, il n'y a pas d'évaluation. Après son mentor, tout le monde savait qu'il était porté là-dessus et il était réputé, connu pour ça. Ouais. Ça l'a pas un peu aidé, ça? Non. Ça lui a même plutôt desservi. Au contraire, il y a des grands professeurs partisans de la médecine conventionnelle qui sont venus justement plutôt la descendre parce que justement elle était issue de cette filière là, quoi. Elle aurait eu un autre mentor, ça serait peut-être mieux passé, quoi. Peut-être. Il y a un professeur en particulier qui s'appelle Dudziak qui a essayé de la défendre. Alors lui, il est professeur en réanimation, anesthésie et soins il était particulièrement connu pour être compétent en douleur, qui a émis un rapport pour essayer de justifier un petit peu les différentes prises en charge. Sauf qu'en fait, c'est un gars qui était particulièrement peu charismatique et il a pas su défendre du tout son truc et que les autres experts en face l'ont broyé au niveau face à la cour. Et finalement les débats alors dans la tête du juge c'était déjà un peu orienté, mais les débats ont basculé franchement sur ça. Et donc on arrive bon an mal an, on arrive au bout de 15 mois quand même, hein, de débat, 70 du deuxième procès. 70 séances, tout ça. C'est énorme, quoi. On en arrive à se dire que, donc là on est le 18 janvier 2011, que tous les dossiers, au minimum, sont légitimes à porter l'accusation d'homicide involontaire. Ok. Les 13 dossiers, hein. Alors, tous les dossiers au minimum sont ça, et sur les 13 dossiers, il y en a 2 pour lesquels il semble évident pour le juge que c'est un meurtre. Donc en fait, on en est arrivé au point où on est arrivé au point où on va faire un réquisitoire là-dessus en se disant on a 2 meurtres et on a 11 homicides involontaires par surdosage, par négligence, par tout ce que tu veux. Et d'ailleurs, ce qui est assez percutant dans le rapport du juge, dans le réquisitoire, c'est que ces 2 patients sont bien décrits comme étant conscients et lucides au moment où ils ont reçu les injections mortelles, qu'ils étaient sans méfiance et sans défense, et que cela remplit ce qu'en droit allemand, ça doit être un truc particulier, mais ce qu'ils appellent le meurtre par perfidie. Ah oui. Ouais. Vraiment un truc un peu plus accablant que les autres, et donc en fait ils voulaient vraiment... C'est pas cool ça. Voilà. Et donc, à ce moment-là, presse qui était contre elle commence à... D'ailleurs, non, le juge lui... Enfin, le procureur, pardon. Le procureur la qualifie de maîtresse de la vie et de la mort. Voilà. Carrément. C'est les effets de manche, tu sais, au tribunal, tout ça, il faut... Ils aiment bien mettre des jolis mots, faire de belles phrases. Et dans la presse, donc, on reprend un petit peu cette terminologie-là de la maîtresse de la vie et de la mort, et bien entendu, ange de la mort, classique, qui sort.
Alors que dans la presse qui la soutient, on est plutôt sur une héroïne du droit à mourir dans la dignité. Bon. Ouais. Donc il y a... Bah, il y a les deux camps, forcément. Ouais. Et donc, le réquisitoire va venir là, sachant qu'en parallèle, en dehors du procès, t'as de plus en plus de gens qui se mobilisent. T'as des manifestations, t'as des gens qui viennent, des associations d'anciens patients qui se forment, des sympathisants, il y a des panneaux, des gens qui viennent pour faire des manifestations sur le droit à mourir, le droit à une mort digne, le droit à l'euthanasie, etc. Ça commence à ouvrir un peu le débat. D'autant plus que dans le même temps, vraiment dans le même temps, il y a eu le procès de Stéphane Letter. Ouais. Dont on parlait tout à l'heure, là, l'infirmier qui a commis des homicides, et qui, lui, pour le coup, a pas du tout bénéficié du soutien public, et donc elle était vue comme la bonne façon de mourir par un soignant, et l'autre était vue comme le démon. D'accord. Donc on avait un vrai démon, et elle qui était pas jugée comme étant un démon, etc. Donc voilà. Donc tout ça se passe le 18 janvier 2011. Hein, là on raccourcit la timeline de nouveau. Ouais. Et donc on s'apprête à avoir les réquisitoires, mais la machine va être stoppée de la plus radicale des manières, puisque le 24 janvier 2011, elle se suicide. Elle va se suicider. D'accord. Elle est moralement brisée, physiquement à bout, elle n'a plus de perspective professionnelle, elle s'expose au risque de réclusion criminelle à perpétuité, et donc elle va prendre de la morphine, s'injecter une dose massive de morphine, et être découverte le lendemain par un ami qui aussitôt avertit la presse. En parallèle, elle avait pris le parti d'écrire plein de lettres d'adieu, qu'elle envoie par voie postale et email. C'est chaud, quoi. Et tu reçois une lettre comme ça de quelqu'un qui est dans les médias et tout. Amis ou famille, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, elle explique que son suicide est motivé par la durée excessive de la procédure judiciaire. Ça, je peux comprendre. Comme plus de 8 ans. Par la possibilité d'être accusé de meurtre concernant 2 de ses patients. Là, vraiment, la cristallisation autour du terme meurtre et meurtre par torpille, etc. C'est ça. Et que le tribunal était partial, que l'enquête a été menée à charge quand même dès le début. L'enquête a été menée à charge, etc., etc. Bref, elle se suicide, elle envoie des mots à tout le monde, et ça va pas du tout freiner les soutiens, au contraire. Ce qui fait que le 4 février 2011, devant plus de 500 personnes qui assistent à ses funérailles, ses proches affirmeront qu'elle est morte d'une overdose de justice. Eh ben, dit-on. Ouais, bon, ça c'était un peu pour jouer sur les termes, overdose de morphine, tout ça, mais voilà. Et donc on est sur la scène initiale là où t'as, il faut imaginer une petite église d'un village. Hein, l'Elisabethkirche, c'est une toute petite église qui peut accueillir grand maximum 200 personnes. Donc t'as 200 à l'intérieur, l'église était bondée, t'as 300 à l'extérieur. Le village était rempli, quoi. On est au mois de janvier, enfin mois de février, en Allemagne du Nord. La Basse-Saxe, c'est l'Allemagne du Nord là-bas. Autant te dire que t'as pas forcément envie de passer... C'est pas le même mois de janvier qu'ici, quoi. C'est ça que t'es en train de dire. T'as pas envie de passer 2 heures nécessairement sous la pluie, sous le vent, en Allemagne du Nord en février. Et voilà. Je vais te lire un petit extrait, un petit passage traduit de son avis de décès. La mort ne peut pas être lue uniquement à travers des valeurs de laboratoire, des analyses de gaz du sang ou des courbes de température. Mourir est une expérience profondément personnelle, très individuelle, qui fait aussi partie de la vie. Chaque humain a le droit de vivre sa dernière étape dans la dignité et sans peur. Cela implique d'aborder le patient avec attention, respect et sollicitude, en lui procurant un sentiment de sécurité, y compris par des mesures médicales adaptées à la situation. C'est un très beau texte. Et... C'est elle qui l'a écrit? Oui, c'est elle, ouais. Ben, je te dis, avant de se suicider, elle a écrit et puis elle a diffusé... Ça aurait pu être la famille qui écrivait ça, hein, ça n'empêche pas. Non. Vu que c'est l'extrait de l'acte de décès. Oui, mais c'est la famille qui a diffusé après. Et donc, sa mort, elle clôture le procès, mais cette affaire va ouvrir plus que jamais le débat en Allemagne. Ah bah oui. Forcément. Sur les soins palliatifs, sur l'aide à mourir, etc. Aujourd'hui, 2025, la loi en Allemagne donne le droit à recourir à un arrêt des soins vitaux et de suppléance, ce qui revient au décès par arrêt des soins. Alors, faut pas confondre, il n'y a pas d'injection de médicaments pour
dans l'objectif de d'arrêter Alors, le corps, on va dire. Quand on arrête des soins vitaux et de suppléance et qu'il y a un arrêt, et qu'il y a un décès suite à ça, certains appellent ça une euthanasie passive. C'est différent de l'euthanasie active où effectivement tu as un geste de d'injecter ou d'administrer un produit qui va tuer la personne, qui va faire le job en lui-même, quoi. Là, en l'occurrence, c'est le moyen de suppléance qui fait qu'il n'existe plus, donc le patient décède de ça. Depuis 2024, en Allemagne comme en Suisse, l'assistance au suicide est autorisée. Donc là, on n'a pas le droit d'euthanasier les gens, mais on a le droit de leur fournir le matériel, les conseils et puis les substances pour que eux-mêmes s'administrent et se suicident sous supervision. Et donc en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, par exemple, l'euthanasie est autorisée. Voilà. Mais en Allemagne, l'euthanasie active, c'est-à-dire l'administration par une personne tierce, en particulier un soignant d'une substance létale, n'est pas autorisée. Assistance au suicide, oui. L'euthanasie passive, oui. Alors en Allemagne, on peut faire ça par une association ou par un médecin, mais c'est souvent les associations qui s'y collent, parce qu'il y a assez peu de médecins qui veulent le faire. Et accompagner et prodiguer, c'est pas la même chose quand même. Hein. Accompagner dans la mort et prodiguer la mort, c'est pas la même chose, je trouve. Ouais, c'est ça. Le parallèle à faire, c'est en fait, ce qu'il faut bien imaginer, c'est que les traitements qu'elle utilisait sont des traitements qui peuvent être utilisés dans ces situations-là, y compris de fin de vie active, en fait. Et donc, ce qui a aidé aussi pas mal, le cas de Mechtilbach a aidé pas mal en Allemagne, c'est qu'ils se sont dit, il y a peut-être des mésusages, ou intentionnels, ou par méconnaissance, ou par mauvaise habitude, ou par je sais pas quoi. Donc il faut former aux soins palliatifs, il faut former à l'usage de ça. Et donc en fait, maintenant, pour prescrire des opiacés, par exemple, et en particulier la morphine injectable, il est nécessaire que donc les personnes soient formées, que la décision soit collégiale, qu'elle soit tracée, qu'elle soit administrée et discutée en équipe. D'accord. Voilà, et qu'il y ait plus côté entre guillemets loup solitaire qui prend la décision, que le médecin et que qui prend sa décision. Donc ça a servi énormément le dossier de Mechtilbach. Et qu'est-ce qu'on peut en conclure de ça, malgré tout? En fait, moi j'ai une idée assez arrêtée sur ce que elle a fait. Comme c'est surprenant. Personnellement, je comprends le soutien populaire. Parce que il est rapide et facile à acquérir, le soutien populaire, quand on parle des gens de fin de vie. Bien sûr, ils ont des idées assez arrêtées sur le sujet. Bien entendu, chacun, en tout cas beaucoup, rêve d'une fin de vie paisible, bien sûr. Où tu t'endors et puis la mort survient pendant le sommeil et tu t'en rends pas compte. Et puis parce que tout le monde a envie de mourir de cette façon. Hein. Voilà. Et en plus, si tu peux ne pas savoir le moment, tu t'évites l'appréhension de se dire, parce qu'en fait, par exemple, si tu te dis je vais mourir le 17 février, en fait, quand t'arrives le 14, 15, 16, tu peux appréhender. Et donc même si t'es au clair avec ça, t'as le droit de stresser un peu, quoi. Tout à fait. Et donc c'était important de pas le condamné à mort qui attend d'être fusillé. Voilà. Et donc certains vont un peu trop loin dans l'interprétation de ce qu'est une mort digne en surinterprétant en se projetant un peu trop dans ce projet de fin de vie. Ils auront pas la peur dont elle parlait. Ils pas auront la dignité parce qu'ils seront confortables. Ils seront propres sur eux, etc. Sauf qu'ils n'auront pas forcément voulu le faire. Voilà. C'est tout ce qui fait la diff, quoi, en fait. Hein. Et donc, pour moi, et c'est pour ça que je vais avoir un avis assez tranché, pour moi, c'est une criminelle homicide. Parce qu'elle a utilisé des méthodes qui ont provoqué délibérément la mort de personnes, qu'elle l'a fait en pleine connaissance de cause, et pas seulement par effet indirect ou par double effet, comme on dit en soins palliatifs. Alors, je vais peut-être préciser ce que c'est que le double effet. Le double effet, c'est quand on utilise une thérapeutique, notamment un médicament qui a une indication claire, nette et précise, par exemple le traitement de la douleur par la morphine, et qu'on l'utilise de façon normale et proportionnée à traiter ce symptôme, et ce qui par exemple veut dire que pour un symptôme qui est particulièrement intense,
on n'hésite pas à utiliser des doses massives. Oui. Elles sont proportionnées aux symptômes. Ouais. Et que si le symptôme est hors norme, on peut aller sur des doses hors norme aussi. Généralement, on n'hésite pas trop. Par contre, cette thérapeutique, souvent, la morphine en particulier, apporte des effets secondaires qui sont pas négligeables et qui sont souvent dose dépendants, parfois létaux. On parlait tout à l'heure d'intoxication à la morphine, etc. Et que, pour revenir toujours à cette fameuse morphine, on peut aboutir à une dépression respiratoire. Et en fait, le double effet, c'est que parfois, on peut avoir un effet adverse qui survient. Ça peut être effectivement le coma, ça peut être la sédation, ça peut être jusqu'au décès, mais en ayant utilisé le traitement à bon escient et de la bonne manière, entre guillemets, mais avec une indication précise et proportionnée. Sur dosage, quoi. Et là, en l'occurrence, c'est pas du tout ce qu'elle a cherché à faire, en fait. Elle a cherché vraiment, elle n'a pas proportionné ses traitements, et on le voit bien avec le cas d'Émile H qu'on citait tout à l'heure. Et en plus, dans ces dossiers, vraiment ce qui m'a manqué moi, c'est le consentement des patients et le respect de la volonté des patients, quoi. Parce qu'à un moment, je peux comprendre que des patients demandent à être euthanasiés. Je peux comprendre qu'on aille faire des euthanasies. Probablement que si la loi évolue un jour, moi, médecin de soins palliatifs, je serais peut-être amené à euthanasier des gens, ou on me demandera de le faire. On m'a déjà demandé de le faire, j'ai déjà eu des demandes pour ça. Alors on peut pas y accéder, et donc on doit les traiter différemment. Mais quand le patient demande, quand il a un projet, quand on a déjà fait, c'est complètement autre chose que quand on prend la décision en se disant, la vie que le patient est en train de vivre ne mérite pas d'être vécue, parce que il est lourdement handicapé, parce que il semble souffrir, parce que j'aimerais pas avoir cet escarre-là, parce que j'aimerais pas avoir tel ou tel, être décharné, me peser 27 kilos, etc., etc. Bon. Oui, après t'as le droit de le dire pour toi, mais voilà. pas pour les autres. Et donc pour moi, ça c'est un des plus gros péchés de Mechtilbach, c'est d'avoir surtout écouté sa voix intérieure et ses passions propres plutôt que celles des patients, en fait. Et qu'en fait, elle a confondu l'empathie, qui devrait être neutre et rester professionnelle, avec de la compassion, et qui a fait basculer vraiment sa décision dans un sens, là pour le coup, meurtrière, quoi. Pour moi, elle n'a pas eu une attitude professionnelle et scientifique. Elle n'a pas agi en médecin responsable, et donc, oui, je suis sévère avec elle, mais pour moi, c'est une criminelle dans ce qu'elle a fait. Donc, je vous avais dit que ce sujet m'était important et que je pouvais pas ne pas avoir d'avis tranché. Forcément, c'est mon domaine de compétence. Pourtant, je suis pour un accompagnement des fins de vie au mieux. Je suis pas opposé à l'euthanasie, mais clairement, je tolérerai pas qu'elle soit imposée ni aux soignants dans la réalisation de l'acte. On peut pas imposer ça à un soignant. Faut vraiment qu'il soit d'accord avec là et puis raccord avec le geste, mais encore moins au patient. On peut pas imposer une fin de vie à un patient qui ne l'a pas demandé ou qui estime qu'il a peut-être, même s'il estime qu'il y a encore quelques minutes, quelques heures, quelques jours, il a encore quelques minutes, quelques heures, quelques jours, on peut pas le priver de ça. C'est lui qui décide, raccourcir sa vie de quelques minutes, quelques heures, quelques jours, peu importe, c'est lui enlever cette vie-là, en fait. Donc voilà, et donc je suis pas opposé fondamentalement à l'idée d'une euthanasie, mais clairement il y a bien défini, bien cadré. Voilà, il y a ces deux enjeux-là qui doivent être au cœur du sujet, quoi, vraiment. Et surtout pas, comme c'est souvent malheureusement le cas, demander ou évoquer ou réaliser pour résoudre des problématiques économiques, organisationnelles, matérielles, de soutien familial qui sont épuisés, etc. Ça c'est pas tolérable en fait, de se dire j'euthanasie la personne parce que comme ça elle coûtera moins d'argent, elle fatiguera plus ses proches, on payera plus la maison de retraite ou que sais-je, quoi. Donc je vous laisse en commentaire le débat ouvert. Je pense que ça peut faire discuter, en effet. Ça peut faire discuter. Je sais que ça peut être dense. On va essayer de respecter les avis des uns des autres. Moi, je vous le disais, j'ai mon avis bien tranché. Et voilà pour cette histoire que tu connaissais ou pas? Non, du tout. Je connaissais parce que tu m'en as parlé.
Tu m'envoies toujours tes petits liens, on me dit ça, il faudra qu'on le traite, machin et tout. Donc ça, tu me l'avais envoyé. Mais je connaissais pas du tout sinon. Et ben voilà. Donc c'était très succinct, quoi, ma connaissance dessus. Oui, et puis je te dis, on en a pas entendu vraiment beaucoup parler en France. J'ai pas trouvé beaucoup de sources en francophones dessus. J'ai beaucoup été chercher dans les sources germanophones pour le coup, ce qui m'a fait dérouiller un petit peu mon allemand. Et donc voilà, j'étais content de parler de ce sujet et voilà, même si ça tranche un peu avec les tueurs en série classiques, mais ça reste une tueuse en série. Ah oui, complètement. Voilà, donc merci à tous pour vos retours, vos écoutes de nos épisodes. On commence tranquillement avec une petite audience, même si on fait pas ça pour ça, ça nous fait chaud au cœur. On a encore eu hier un appel... Bloody copine de l'école d'infirmière qui m'a appelé pour me donner son ressenti sur les épisodes qu'elle écoute avec son mari. Alors ça me fait très plaisir, ça. Ouais. On leur fait des gros bisous. Et ils aiment bien, ils s'arrêtent, ils font des petits commentaires et tout. Donc c'est plutôt sympa d'avoir les retours des copains. Évitez d'écouter avec les enfants quand même, parce que... Ouais, non, faut pas écouter. D'ailleurs, celle nous l'avait dit d'ailleurs. faut éviter de mettre ça dans la voiture quand tu fais des longs trajets. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à nos plateformes. Nous sommes sur Spotify, Apple Podcast, Ocha, toutes les autres. N'hésitez pas à nous laisser des messages et des commentaires, un max d'étoiles. Nous suivre sur les réseaux sociaux aussi. Nous sommes sur Facebook. On est la communauté de Medicine City et Medicine City Podcast. On est sur Instagram, medicinecity.podcast et sur TikTok, Medicine City Pod. Au prochain épisode, c'est Bloody Nurse qui va s'y coller et elle va nous présenter un cas. Je sais pas si tu veux en dire 2 mots pour nous annoncer le thème choisi. Alors, ça sera un cas surprise, on va dire. En fait, ça fait pas partie des sujets du listing de sujets. Dessus, ouais, voilà, ça nous est récemment. tombé dessus il y a 2 semaines. C'était il y a 2 semaines sur une soirée cinéma. Et en fait, on s'est dit, mais banco. En fait, je t'ai fait découvrir que banco, en fait. Hein? Je t'ai fait découvrir que banco. Ouais, tu m'as fait découvrir que banco, et là, j'étais là, mais non! Donc, ça sera peut-être un sujet peut-être un peu plus léger, du coup. Oui. Mais bon. Clairement plus léger. Voilà. Ah bah oui, c'est sûr que, voilà, ça aura rien à voir, mais je pense que ça peut être sympa. Ouais. C'est ça. Eh bien, écoutez, merci à tous. Restez connectés et méfiez-vous des couloirs sombres de nos hôpitaux. À bientôt. À bientôt.